Salut Laurence! Hello! Allô et allô Andréane! Allô! Alors, on a avec nous Andréane Garneau de Projet Perroquet qui est intervenante en comportement aviaire, donc de oiseaux. Puis, c'est tellement un sujet qu'on n'entend pas souvent parce que, clairement, les perroquets sont moins populaires que les chats et les chiens, mais ne sont pas exempts des problèmes ou dérangements dans leur milieu avec leurs humains. Puis, Andréane, tu es là pour aider les gens qui sont aux prises avec des comportements dérangeants avec leurs oiseaux, pas juste les perroquets. Exact. Présente-toi! Premièrement, merci full de m'avoir invité. Je suis vraiment contente d'être là avec vous. Fait que oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis technicienne en santé animale et intervenante pour le comportement des oiseaux. Yeah. Fait que, yay, dans la team comportement et santé animale. Étudier où pis quand? J'ai étudié au collège La Flèche. Là, j'allais dire le meilleur, mais là, sûrement que vous venez pas de là. Fait que là, vous allez être comme me lancer des roches. Saint-Hyacinthe represent. Saint-Hyacinthe. Ça fait ici, fait que Bon, on a tous des endroits uniques en leur genre. Toutes les meilleures pour chacun d'entre nous. c'est ça, exactement. Sûrement. Fait que j'ai étudié de 2013 à 2016. Nice. Puis ça a été vraiment comme les meilleures années de ma vie. Là. Sincèrement, c'était wow. Vraiment, je pensais pas aimer ça autant que ça. Je suis arrivée en plus, c'est drôle, parce que je suis arrivée en santé animale avec un gros préjugé de la santé animale. Ah ouais? J'étais là en me disant que c'était inutile, ce que je faisais. Ah ouais? Je me disais, j'apprendrais rien ici. Ouais, en tout cas, fait que maintenant. Dis, genre, comme m'inscrivant et donnant mon argent pareil. Ouais. Au collège, tu sais. L'adolescence aussi, tu sais. L'adolescence, des fois, on pense qu'on le sait. Mais j'étais plus vieille, tu sais, ça faisait comme 5 ans, j'avais fini l'école, fait que j'étais plus une adolescente. J'ai même pas cette excuse. OK, d'accord. Oh, oui, j'ai essayé de t'aider, ça doit marcher. Voilà, j'étais un ado, non, j'étais ignorante. Fait que, ouais, j'ai fait ma technique, puis j'ai vraiment focusé dans ma technique sur les oiseaux, puis c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur endroit, parce que c'est pas une technique qui est focusée sur les oiseaux, vous le savez, c'est chien, chat, animaux de la ferme, puis mes professeurs ont été tellement extraordinaires qu'ils ont vite vu que ça m'intéressait énormément, puis ils ont ajouté comme des petits slices dans leur module en fonction des oiseaux. Des fois, ils disaient, bon, moi, je levais la main, puis t'es comme, Andréane, je sais que c'est une question sur les oiseaux, je le sais pas. Mais après le cours, ils me donnaient, mettons, une ressource ou ils me pointaient vers la bonne direction. Fait qu'ils auraient pu dire, mon Dieu, elle veut aller plus loin, puis c'est tannant parce qu'on n'a pas le temps, puis on est débordé. Mais non, ils ont vraiment tout montré qu'ils étaient intéressés par ça, puis ils m'ont vraiment aidé à progresser là-dedans. Wow, très cool! Clairement, c'est que tu aimais les oiseaux avant d'aller en technique, c'est ce que je comprends. Là. Exact, oui. Ça a commencé bien jeune, ma mère, elle avait peur des oiseaux. C'est le seul animal qu'on n'avait pas le droit de rentrer. C'est moi. Ma soeur n'était pas trop tannante là-dessus. Moi, j'amenais tous les animaux pas possible, mais elle était comme les oiseaux, ça lui faisait peur, là, la chose la plus épeurante au monde pour elle. Puis un jour, on est allé au biodôme, puis un monsieur qui travaillait là qui l'a fait rentrer dans la truc à chauve-souris pour la curer. Donc, à l'époque... La chauve-souris? C'est des mammifères, ça compte même pas. C'est parce que c'était le bruit des ailes. Ah. Fait qu'il a dit, on va faire... il a pas dit on va faire de l'immersion, tu sais, mais il a dit on va régler ça une bonne fois pour toutes, mais bon, let's go l'immersion. Puis en fait, bref, ma mère, elle a laissé des marques sûrement à vie dans la peau de ce jeune homme. Puis ça l'a pas vraiment soigné, on va se le dire. Là. Fait que, étonnamment, l'immersion, ça marche pas? Bizarre. C'est qu'il aurait dû la garder là, je pense, pendant plusieurs jours pour que ça fonctionne, tu sais. mais à un moment donné, je pense que la douleur était tellement forte qu'il était comme, je sors la madame d'ici, tu sais. Peut-être j'ai pris une mauvaise décision dans ma vie avec cette dame, oui. Il est comme, oh non. Mais c'était vraiment intéressant, par exemple, de cette belle visite-là, parce qu'après ça, la personne, elle nous a donné comme full d'informations, mais bref, ma mère avait tellement peur que moi, j'avais jamais osé rentrer d'oiseaux, fait que je m'intéressais pas aux oiseaux, comme par défaut. Puis en travaillant en animalerie, là, ce monde-là, je vais toujours me rappeler la première fois que mes yeux ont croisé celui d'un perroquet gris d'Afrique, qui est d'ailleurs dans la pièce d'à côté aujourd'hui avec moi, mais cet oiseau-là, ça a été le premier perroquet, comme on voit dans les films, que j'avais comme une interaction avec, puis ça a tout changé. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'étais comme, je vais en apprendre plus. Puis c'est là aussi que je me suis ramassée en santé animale. Puis j'ai compris ça. OK, fait que tu sais, quand t'es rentrée en santé animale, je comprends que tu voulais pas faire de la médecine de perroquet, tu voulais savoir
comment ils apprennent, comment ça fonctionne? Tu voulais en découvrir plus sur cet animal-là? Je voulais vraiment en connaître plus sur la médecine aviaire. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'avais même déjà commencé à acheter des livres. C'est Clinician Avian Medicine, comme tome 1 et tome 2, 2 livres là, vraiment de médecine. Tu sais, que j'ai acheté Des livres de référence, oui. Oui, puis avant de commencer ma technique, fait que je me rappelle, j'allais arriver à l'animalerie sur l'heure du dîner, j'ouvrais ça, je passais 20 minutes sur le même paragraphe sans rien comprendre. C'est comme... C'est un peu raide comme lecture quand même pour les non-initiés. Là. Et oui, puis même pour les initiés, avant d'aller se coucher, c'est difficile de se relaxer avec ce genre de lecture de chevet, mais en tout cas, j'étais motivée. Fait que là, en arrivant vraiment en santé animale, c'était la médecine au début des oiseaux. Je trouvais ça fascinant. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'est pas très... je veux pas dire pas avancé, mais il nous reste vraiment beaucoup de choses à apprendre. Médecine aviaire, sincèrement, c'est pas ce qu'on le pense. Parce que il n'y a pas autant de gens qui viennent pour leurs oiseaux. Exactement, c'est une question d'offre et de demande. Il n'y a pas beaucoup de demandes, donc il n'y a pas beaucoup d'offres. Puis l'offre n'est pas nécessairement très développée au niveau technologique, au niveau de disponibilité. Puis aussi, les chats, c'est pas super. Voilà. Les chats consultent moins en clinique. Il y a des études pour des trucs sur les chats, mais c'est quand même beaucoup plus limité que chez les chiens. Puis après ça, tu tombes dans plus l'exotique. Puis ça descend jusqu'aux animaux de zoo, là, selon moi. C'est-à-dire, tu sais, le capybara, quand il te faut une dose d'anti-inflammatoire, ben, c'est un peu de la médecine comparative, là, rendu là, en disant... Ils se disent, tu vas prendre une couple d'autres comme rongeurs, hein? Puis voir qu'est-ce que ça fonctionne. Cochon d'Inde, tu dis 55 kilos. Oui. C'est ça, c'est anecdotique, puis c'est ce qui rend la médecine aviaire compliquée, c'est que des fois, on se base sur des anecdotes, puis ça va être difficile pour une compagnie de dire, je vais développer une molécule pour les perroquets gris d'Afrique, tu sais. Mon Dieu, le temps que vous allez passer là-dessus, puis l'argent, non, tu sais, je veux dire, ils feront pas ça. Fait que c'est vraiment, on s'adapte, c'est la même chose, ça découle, comme vous dites, des chiens. Fait que je me suis vite rendu compte que, oh mon Dieu, il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes, puis beaucoup de choses qui restaient à découvrir dans le monde des oiseaux au niveau de la médecine, puis j'étais déjà intéressée par le comportement. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ce domaine-là, la santé animale, le fait d'être avec d'autres techniciens, de voir des vétérinaires, des profs qui sont engagés, ben ils m'ont tout de suite référé vers, mettons, un petit peu plus d'informations sur le comportement, tout ça. Fait que c'est eux qui m'ont un peu aidé, plus mes recherches, à vraiment voir, bon, mais si c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quoi que je devrais savoir, où est-ce que je devrais aller, c'est quoi la suite logique, tu sais. Fait que comme dans les chiens, dans les chats, il n'y a pas de cours reconnus au niveau du gouvernement pour, mettons, dire, ben tu vas devenir spécialiste du comportement pour les animaux. Même si, clairement, on peut peut-être aller à l'université puis aller dire, je vais faire un bac en ci, puis travailler en psychologie, en zoologie. Bon, OK, fait qu'on s'entend là-dessus, là, faut être vraiment... C'est effectivement... Faut défricher pareil, il faut quand même... Il n'y a pas de chemin préfet. Tu sais, je vais à la médecine, c'est fait, c'est facile, on le connaît, mais comme tu dis, c'est travail pour découvrir ta voie ou la voie pour ça. Oui, puis tu sais, fais du chemin, bloque-toi dans un cul-de-sac, reviens de bord, puis tu sais, prends de toi. Puis je tiens à mentionner, là, à faire réaliser à tout le monde, c'est que comportement chien, c'est l'espèce Canis familiaris. Comportement chat, c'est l'espèce Felis sylvestris domesticus. Puis comportement aviaire, c'est beaucoup d'espèces, là. Ah, c'est... Gris d'Afrique, ara, perruche, cacatoès, cocasselle, c'est toutes des espèces différentes. Oui, puis même encore plus loin, tu sais, le hara, il y a plein d'espèces de hara. Il y en a qui pensent que c'est des... Puis c'est normal, tu sais, des fois, les amateurs ils vont dire « Ah, c'est quoi la race d'oiseaux? » Il faut recommander. Puis je suis comme « Mais ce ne sont pas des races, c'est pas des sous-espèces, c'est vraiment des espèces à part entière. » Fait que là, oui, ils ne mangent pas la même chose. T'sais, parce qu'on a toute l'impression que toutes les haras, mettons, ça mange la même chose, mais t'en as comme qui mangent plus de noix, mettons, fallait que ça me lâche maintenant, le bleu. Le bleu, il y a le hyacinthe, le gros. Le hyacinthe qui mange comme plus de noix, puis t'as comme le macao, que là, c'est un petit peu plus, tu sais, fait qu'il s'est vraiment séparé, là. Vraiment, vraiment. Puis c'est ça qui rend complexe. Comme Francis disait aussi, ils ne vivent pas aux mêmes endroits. Fait qu'on a des oiseaux plus australiens, il y en a qui vont être plus d'Amérique du Sud, il y en a qui vont être africains. Puis encore, dans les Africains, ben là, tu sais, des fois, on veut généraliser les perroquets, mais après ça, on est comme, ouais, c'est comme un peu intense de généraliser les perroquets. Puis après ça, tu veux généraliser les Africains, mais encore là, tu es comme moi, il y a beaucoup de pays en Afrique, puis il y a beaucoup de diversité. Ils ne mangent pas la même chose. Fait que c'est vraiment,
ça reste à développer, là, c'est ça qui est excitant dans ce domaine-là. Autant à médecine aviaire, mais au niveau du comportement, puis même au niveau de la nutrition, on est vraiment à une phase embryonnaire, là, on commence, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, puis parce qu'il y a tellement de diversité que c'est ça qui est le fun, qui est excitant, là. Fait que vraiment un beau métier. Vraiment. Clairement, toi, tu as lu comme plein de livres, mais après ça, tu es allé faire des formations autres, là. Il me semble que tu as une coupe de crédits, ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. Au début, j'ai commencé avec plus des lectures. Je me rappelle que j'avais commencé avec qu'est-ce qu'on trouvait plus sous la main, tu sais, qu'est-ce que je voyais qui était en français. Puis rapidement, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Merci aux perroquets. J'ai pas le choix. J'ai appris l'anglais. Je me disais. C'est eux qui te l'ont enseigné parce qu'ils parlent anglais, les perroquets, c'est ça? Ils m'ont dit bon, viens ici, Andréane, on va tout te lire ça. Mais c'est vraiment grâce à cette passion-là que je me suis dit, ben, il y a vraiment de l'info intéressante en anglais. Bon, des gens que pas mal tout le monde connaît, Susan Freeman, qui a vraiment des belles ressources, qui faisait le cours Living and Learning with Parrots. Là, elle fait juste Living and Learning with Animals. Mais c'est pas grave, il est vraiment super, ce cours-là. Ouais. J'ai suivi le Animals, toute espèce confondue, puis elle donne beaucoup d'exemples et de vidéos avec les perroquets, bien entendu. J'ai été satisfaite parce que souvent, justement, moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'exemples dans les oiseaux, mais une personne que j'aime beaucoup, puis je vais massacrer son nom parce que j'ai vraiment de la misère avec son nom de famille, c'est Barbara Enderich. Ouais, c'est ça. Je sais pas si se prononce le H, mais c'est allemand. Enderich, en tout cas. Bref, je suis désolée. désolée. Elle ne écoutera pas, de toute façon, elle ne le saura pas si on massacre son nom. J'ai l'impression que ça ne se rendra pas à elle. On est correct? Non, puis je l'ai déjà rencontré, puis je n'avais juste pas prononcé son nom de famille. J'ai fait attention. Tu sais, je suis quand même. Hey Barb! Hey Barb, c'est ça. Ça passe bien, mais elle, c'est vraiment quelqu'un que j'admire full dans le domaine des oiseaux. Fait qu'elle a des formations. C'est une intervenante qui travaille beaucoup dans les zoos. Fait que je ne sais pas si tu connais un peu, Laurence, cette femme. Elle a des cheveux blonds. C'est tout ce que. Moi, non. Les noms, déjà, d'humains, c'est difficile. Déjà qu'elle connaît son co-animateur, c'est bien, tu sais. OK. Oui, merci, Eric. Attends, je vais réafficher les noms pour être sûr. Francis, my bad. Bref, fait que Barbara. Il y a eu Barbara, il y a Larry Inkey aussi qui travaille avec The Avian Behavior International, qui est vraiment super intéressante. Elle travaille aussi avec des oiseaux de proie, mais de façon un petit peu différente là, du traditionnel. Fait qu'il y a vraiment une couple de formations comme ça. Puis il y a aussi l'IAATE, qui est International Association of Avian Trainer and Educator, qui est un organisme international pour tous ceux qui travaillent avec les oiseaux. Fait que dans le fond, eux offrent une certification. Ils ont vraiment une liste avec plein de conférences, dont Steve Martin, qui a Natural Encounter, qui est vraiment quelqu'un d'intéressant à écouter aussi. Tu sais, que lui, moi, j'ai soupé avec lui. J'ai soupé avec lui. Moi, je m'en vais. Salut! Là, il nous a montré dans son téléphone les plus gros noms qu'il y avait. Là. Il nous flashait ça, puis il y avait David Copperfield. Oh, tabarnouche! Comme par magie. Fait qu'on était comme, oulala, toute qu'une journée. Wow! Ben, en tout cas, je suis jalouse, mais c'est des gens, c'est ça, plein de gens. Ouais. C'est quand ça que tu es allé souper avec Coudon? Ça va se reproduire, tu m'appelleras. Oui, c'est ça. Clairement que si ça arrive encore, je te le dis. Là. Mais c'est dans une formation de zoo à Denver. OK. Donc, il était là. C'est toi qui étais allé à lui. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas lui qui est venu chez nous, là, ça, je rassure. Puis là, toutes c'est des formations, toutes de, mettons, quelques jours, quelques semaines, des trucs en ligne que tu as suivi de plus pour aller chercher là, ce côté-là comportement, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas vraiment de formation que tu vas trouver. Il n'y en a pas des tonnes de formations dans les oiseaux. Puis sur du long terme, il n'y en a pas énormément non plus. Fait que, tu sais, Susan Freeman, c'était sur 8 semaines. Oui, 8 semaines, une ou 2 heures par semaine, je ne me souviens plus. Oui, puis j'ai même fait d'autres formations, des fois, qui ne sont pas spécifiques aux oiseaux, mais qui vont vraiment aider parce que ça reste à la base de la même. Fait que Marine Cassoret avec l'ASCA, qui est une formation de 3 mois. Je suis vraiment, mon Dieu. C'est d'éthologie, c'est l'analyse fonctionnelle appliquée, je pense. Oui, j'ai fait de l'analyse fonctionnelle appliquée. BA avec Marine Cassoret, qui est excellent. Vraiment, puis tu sais, c'est tout d'aller chercher, c'est comme, on le sait, là, on va chercher des formations, puis c'est sûr que moi, j'ai un intérêt particulier pour les oiseaux, fait que quand je peux aller chercher de la formation qui est spécifique aux oiseaux, comme il y a beaucoup de formations que je vais trouver qui vont être peut-être par plus des scientifiques, qui vont être des ornithologues, des biologistes, qui vont être allés, par exemple, étudier tel oiseau dans son environnement naturel, qui est super intéressante. Il n'y en a pas des tonnes de gens qui étudient les oiseaux dans des pays, je vais dire, exotiques. Tu sais, je veux dire, les études de ces oiseaux, c'est beaucoup en Amérique du Nord, en Europe.
Mais quand c'est le cas, puis quand ils ont des... c'est sûr, s'ils étudient, je sais pas, quel type d'arbre ils utilisent pour des nids, c'est intéressant, mais peut-être que moi, dans mon métier, ça va pas tant m'aider. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, je vais par curiosité parce que je veux savoir, mais après ça, je me dis, bon, côté applicable, 0, tu sais, pas grave. C'est intéressant quand même. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut comme continuer à creuser pour aller chercher de l'info. Fait que beaucoup dans les lectures, les publications scientifiques, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qu'ils ont fait comme ils ont mis des émetteurs sur des haras Macao pour voir un peu les déplacements, savoir les jeunes, c'est à quelle distance ils s'en vont du nid, tout ça. Fait que c'est super intéressant. Ça aide concrètement à dire ben, c'est normal que quand le propriétaire va adopter un jeune oiseau, au début, il va peut-être avoir plus tendance à se tenir proche du propriétaire, proche de la cage, puis peut-être qu'il va se mettre à explorer à X nombre de mois plus la maison, tout ça. Fait que c'est pas un problème de comportement qu'ils veulent pas aller à l'autre bout du monde au début. Tu sais, il y en a qui vont dire, mais voyons, ils explorent pas. Puis après ça, quand tu connais vraiment l'espèce, tu dis, ben, il est pas rendu là. Tu sais, c'est vraiment juste ça. Fait que... Ça, puis les bilans d'activité aussi, là, moi, c'est plutôt ça que j'ai lu quand j'étais au Biodôme, là, de savoir, ben, est-ce que c'est normal qu'il fasse rien quand de midi à 2 heures, tu sais, ou des choses comme ça, de dire, ah, ben oui, il fait chaud habituellement, fait qu'ils ont fait un peu de toilettage, puis après ça, on chill. C'est de savoir qu'est-ce qui est normal, entre guillemets, pour être capable de discerner là, qu'est-ce qui est problématique ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Exact. Puis ça aide vraiment beaucoup. C'est comme une petite parcelle, la normalisation des comportements. Ça aide surtout pour savoir est-ce que je sonne la cloche pour un vet ou bien non. C'est parce que l'accès au réseau vétérinaire, excusez, on dirait que ça me fait de la peine. Non, mais les vétérinaires, il y a vraiment beaucoup de... Tu sais, ils ont été débordés avec la COVID, surtout comme les exotiques, c'était super difficile pour eux parce qu'il y a eu beaucoup d'adoptions. Fait qu'il y a comme un boom. Puis là, ils sont comme, mon Dieu, ils étaient déjà comme pris ici. Fait que je veux pas dire à mon client, il faire peur pour quelque chose qui est normal au fond, puis aller mettre de la pression pour rien pantoute. Tu sais. Fait que ça, c'est là où je pense que c'est important d'être capable de connaître les espèces, mais c'est impossible d'avoir une réponse à tout. Tu sais. Il y a plein d'espèces d'oiseaux qui ont pratiquement pas été étudiées, qu'on ne sait pas trop, puis ça va changer. Là, on n'est plus dans l'environnement naturel. On est en captivité. Fait que les oiseaux, comme tu disais, des fois, ils sont influencés par une certaine chaleur ou, mettons, quand le soleil se lève ou se couche. Mais ici, des fois, c'est ça. En ce moment, les journées sont courtes. Voilà. C'est super intéressant. Puis là, on parle beaucoup de perroquets, mais tu fais du comportement aviaire. Donc, il y a sûrement d'autres espèces d'oiseaux que tu peux aider ou que tu as des connaissances hors perroquets. Genre, j'entends les poules urbaines qui sont populaires. C'est-tu quelque chose que tu fais? Non, je travaille pas avec les poules, vu que c'est vraiment plus... pour moi, c'est comme plus des gens qui sont habitués aussi au niveau agronome, tout ça, parce que autant de nutrition, puis les lois, l'hébergement est vraiment différent. Fait que je laisse vraiment ça aux experts. Oui, parce que c'est des animaux de basse-cour dans la loi, ils ont déjà comme un petit peu un cadre spécifique. Oui, ils sont un petit peu mis à part, mais pourtant, plus ça va, c'est ça qui est le fun, c'est plus ils sont considérés comme des animaux plus un peu de compagnie, au même titre un peu que le perroquet, parce que là, les gens vont les faire rentrer dedans, leur donner des toasts, des morceaux de pain, ils vont sortir dehors. Fait que leur statut change, là, sont moins utilitaires précédemment, mais ça, c'est vraiment pas mon domaine. C'est sûr que j'ai travaillé avec, mettons, colombiforme, fait que, mettons, pigeons, colombes, des gens qui ont des tourterelles à la maison des fois, mais c'est... Tourterelle rieuse qui est quand même populaire. Très anecdotique, par exemple. Quand même? OK. Parce que c'est rare que ça va créer une douleur, un dérangement profond chez le client pour qu'il me contacte. Parce qu'au pire, ça fait juste rire sans arrêt, une tourterelle rieuse. Puis là, t'es comme, ben, je vais la mettre dans une autre pièce. Tu sais, c'est le malheur de ces oiseaux-là qui sont pas capables de vraiment déranger les gens au point où on se dit, il y a peut-être comme quelque chose qui n'est pas comblé. Tu ne coupes pas un doigt. C'est ça que j'entends, tu sais. Quand tu as un oiseau qui te coupe un doigt, là, tu te demandes plus qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, peut-être. Oui, là, souvent, tu es comme, je vais agir, tu sais, je vais devoir... Je vais faire quelque chose. Oui, tu te dis, c'est sérieux. C'est intéressant à réaliser ça. Tu fais ça quand même, hein? Du réglage de problème. Tu es intervenante pour les oiseaux. Moi, je trouve ça super intéressant de voir comme des intervenants en chien, des intervenants en chat, là, d'oiseaux, puis toi, tu ne fais que ça, là. Ben, j'ai arrêté la clinique vétérinaire parce que je travaillais en clinique, dans le fond, au début, évidemment, en finissant à santé animale. Puis ensuite de ça, pendant la pandémie, il y a vraiment un boom d'adoption. Fait que j'ai décidé que j'allais vraiment me mettre à 100% à projet perroquet. Fait que là, j'ai dit, c'est le bon moment, les gens ont besoin. Puis en plus, les gens étaient dans une certaine détresse d'être pris avec l'oiseau qui crie maintenant tout le temps. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment comme fait 100% ça. Puis finalement,
J'ai eu une séparation pendant la pandémie. Puis là, j'ai dû comme retrouver un nouveau logis. Fait que là, la pression on le sait, quand on est entrepreneur puis qu'on est à notre compte, des fois, c'est variable, le rentrée d'argent. Puis c'est là où j'ai commencé à travailler avec Évolution Canine, dans le fond, une de mes amies. Fait que je travaille aussi dans le domaine des chiens, clairement. Fait que cool! Ben oui, Évolution Canine, ça s'appelait Demain de Maître, puis c'est en train de changer de nom, je crois. Exact, tout à fait. Oui, cool. Demain de Maître, c'est vraiment... Puis même des fois, encore, j'appelle ça Demain de Maître, mais là, tu vois, j'avais réussi Évolution. Bravo! C'est moi qui t'ai ramené dans le vice. Fait que c'est ça, je travaille pour eux aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment une compagnie que j'ai connue parce que je suivais de la formation avec eux. Parce que justement, il y a énormément de formations qui sont données avec Évolution Canine, puis que, par exemple, elle va donner, Simone Raffa, une conférence sur les théories de l'apprentissage, puis je pense que ça dure 16 heures. Oui, puis c'est ça, c'est général. Il y a beaucoup d'exemples sur le chien, mais c'est toute espèce confondue au final. Là. Exact. Fait que c'est juste ça, des formations comme ça, c'est... Puis des fois, je pense que les gens ne réalisent pas c'est quoi le temps que ça prend année après année, tu sais, d'aller chercher de la formation. Puis c'est déjà pas facile d'un chien, puis ça demande un gros budget. Des fois, mon Dieu, tu sais, c'est de payer pour ça, puis d'aller suivre différentes formations. Mais des fois, quand on a un domaine spécialisé, mettons quelqu'un, je ne sais pas, il doit en exciter des gens qui travaillent avec les lapins, par exemple. Il y a sûrement au moins un intervenant de comportement en lapin. Tu sais, je veux dire, sûrement, parce que je me dis, il y en a des lapins dans nos maisons. Fait que cette personne-là, pour trouver de la formation qui est spécifique à elle, elle doit faire sûrement beaucoup de travail. Oui. Ça va être difficile. Tu sais, c'est drôle parce que c'est quand même un élément qu'on avait soulevé jadis avec le fabuleux pharmacien, à savoir comment on fait pour trouver un bon intervenant canin. Mais je pense que ça s'applique pas mal à tous les types d'intervenants, à savoir, ben, est-ce qu'il fait de la formation continue, tu sais? Oui. Parce que ça serait vraiment facile de s'asseoir sur ses lauriers puis de ne pas pousser plus loin, mais ça serait un peu aussi anormal de ne pas aller pousser plus loin tellement il y a de choses qui sont changeantes, inconnues, encore à déterminer. Là. Et tu sais, comme tu le dis, c'est pas pour rien aussi que toute profession qui ont un ordre professionnel oblige les membres de cet ordre, les praticiens, de faire de la formation continue. C'est parce que tout domaine confondu, il y a une évolution. On acquérit tout le temps de plus en plus de connaissances. Puis il y a des connaissances qu'on croyait vraies jadis, qui ne le sont plus aujourd'hui et qui ne devraient plus être appliquées. Oui. Qui doivent être éduquées. Fait que c'est cool que tu mentionnes tellement l'importance de la formation continue chez les perroquets parce que dans ton cas, c'est qu'il manque d'infos. Fait que dès qu'il y en a, tu veux la savoir. Alors que chez le chat, chez le chien, c'est un peu vrai aussi. C'est juste qu'il ne faut juste pas prendre pour acquis que toutes les autres infos qu'on a sont toujours vraies et vont être toujours bonnes à perpétuité. Oui, exact. C'est vraiment vrai. Puis c'est pour ça, comme tu disais, les ordres, ils exigent que leurs membres aient de la formation continue. C'est pour ça que, comme l'IATE que je vous ai parlé plus tôt, ben eux, après avoir eu la certification, après avoir passé l'examen, mais c'est clair que si tu veux garder ta certification, il faut que tu prouves que tu as fait des unités continues, tu sais. C'est ça qu'on dit? Unités continues? Ou... Unités de formation continue. Les UFC. Les UFC, les aussi. Fait qu'il faut montrer que la personne, elle se dit, bon, elle a fait l'examen, mais elle est à jour, tu sais. Fait que c'est vraiment important. Fait que, vraiment intéressant. Moi, je me demande, là, on ne rentrera pas dans tous les problèmes de comportement, mais j'aimerais ça savoir comme qu'est-ce qui à quoi ressemble le caseload, j'ai juste en anglais. C'est quoi les raisons pour lesquelles les personnes t'appellent, tu sais, pour leurs problèmes? C'est quoi le typique problème là, qui pousse les gens à faire affaire avec un intervenant aviaire? Je dirais qu'il y en a 3 principales, moi, dans mon cas, que je vais voir. C'est sûr que dans les premiers, c'est les agressions, parce que clairement, bon, ces personnes aiment se faire mordre. Ça, c'est vraiment normal. Fait que tout type d'agression. Ça fait mal, même si c'est tout petit. Tu sais, même une perruche, là, c'est tout le temps bien ciblé dans le coin de l'ongle. Tu sais, je veux dire, personne n'aurait envie de se faire piquer par une aiguille qui est un gauge, je ne sais pas, 24, là, toute petite affaire. Un maringouin, tabarnouche. Je sais pas c'est quoi son gauge au maringouin, mais il fait mal. C'est ça, même si on n'aime pas ça, fait qu'il y en a qui, des fois, c'est pas grave de faire mordre par un petit... Non, c'est vraiment pas le fun, puis les gens n'aiment pas ça, je comprends. Puis en plus de ça, un oiseau qui nous agresse, ben, il nous dit quelque chose. Okay? Fait que, il y a vraiment... C'est pas juste pour l'humain, l'oiseau, il y a un problème. Puis peut-être qu'on agit mal avec, peut-être qu'on le comprend pas, peut-être qu'on fait quelque chose qui le rend pas bien. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le cas le plus fréquent que je vais avoir. Ensuite, il y a les cris, parce que c'est bruyant. C'est très bruyant, un oiseau. Là, on va peut-être entendre les miens. Je sais pas si... Ben, comme là, on le sait. Ouais. C'est lui qui t'appelle, justement? C'est ça, justement. Il m'appelle et comme, allô? Mais c'est pas mon téléphone. Je répondrais si c'était mon téléphone. C'est ton perroquet qui imite la sonnerie d'un téléphone. C'est ça, il m'appelle.
Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Tu sais, quand ton oiseau t'appelle par son téléphone ou une mélodie, OK, mais c'est pas le cas pour la majorité des gens. Il y a beaucoup d'oiseaux que ça va être des cris. Donc, des cris à répétition, puis que c'est difficile. C'est une forme de torture, hein, le son. Fait qu'on peut torturer quelqu'un avec la chanson Baby Shark ou des choses comme ça, vraiment. Fait que si l'oiseau crie toute la journée, les gens, ils virent fous. Fait que ça, souvent, je vais me faire appeler pour trouver une solution. Et puis aussi, ben, la destruction. Ça, c'est pas mal la troisième chose, la destruction de notre environnement. Il y en a qui vont lâcher prise. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben là, c'est parce que ma maison, ou ben on est en appartement, on est comme ça devient. Ils brisent les murs, brisent le bois, les moulures, les armoires. Nos électroniques, des fois, ça peut être les touches du clavier, le cellulaire, tu sais, puis on le sait maintenant, un cellulaire, comment ça vaut de nos jours. Fait que personne n'a envie de se faire briser le micro de son téléphone ou non, tu sais. Fait que ça, c'est pas mal les trois raisons que je vais voir quelqu'un qui... des consultations. Il y en a d'autres, toujours, là, des exceptions et des cas cocasses, mais habituellement, c'est pas mal ça que je vais voir. Puis des raisons pour, mettons, ça c'est pour clairement perroquets principalement, mais pour, mettons, des espèces de oiseaux non perroquets, y a-t-il aussi des raisons communes? Ben, habituellement, c'est comme je vous dis, c'est vraiment, vraiment rare, les autres oiseaux. Tu sais, j'en ai des fois comme... Vu que j'ai eu un refuge pour oiseaux sauvages avant, il y en a qui m'ont connu de là. Fait qu'il y en a qui ont des oiseaux sauvages. En fond, il y a des espèces d'oiseaux sauvages que soit les gens sont allés chercher un permis, soit que c'est considéré comme nuisible, donc ils ont le droit. Fait que là, ils vont me contacter soit pour arranger l'environnement, puis tu sais, s'assurer en fait que le bien-être de l'oiseau est respecté au maximum. C'est cool, c'est comme de la prévention rendu là, c'est comme du coaching. Du coaching. Puis ça, avec les perroquets aussi, j'en ai beaucoup. Ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est des cas de, bon, je viens d'adopter un oiseau, puis je veux bien partir. Ah, ça, c'est vraiment pas un problème, c'est wow. Ça, quand j'ai ça, je me dis, c'est le fun. Mais c'est du bonbon, là. C'est quelqu'un qui veut bien s'équiper d'outils. Puis toi, quand tu arrives, parce que si t'es comme nous, là, quand les gens disent j'ai un problème, tu fais comme bon, faut que je te dise qu'est-ce que dans ma tête tu aurais dû savoir depuis le début. Ouais, c'est ça. Là, c'est grosso modo, c'est tiens, je te donne les infos que tu devrais savoir pour pas aucune situation problématique survienne. Oui, puis c'est le fun d'accompagner l'oiseau. Ça vit tellement vieux que, tu sais, j'ai des clients que ça fait, je sais pas, tu sais, ça fait pas tant longtemps. Projet Perroquet, j'ai parti ça en 2019. Fait que j'ai des clients que ça fait depuis le début que je les suis. L'oiseau, il est pas vieux. Ça fait pas tant longtemps. Mais, tu sais, je sais que je vais les suivre le temps qu'il faut. Comme j'ai des clients que j'ai suivi leur bébé oiseau depuis qu'il est arrivé chez eux, puis qu'on se voyait assez régulièrement, dès qu'il y avait une problématique. Puis c'était le genre de clients qu'on parlait après la rencontre pendant 1 heure, quand même. Je m'entendais trop bien avec eux, puis c'est vraiment une histoire, ça, qui m'a fait beaucoup de peine, parce qu'à un moment donné, ils m'ont écrit pour me dire qu'il s'était... ça peut arriver un accident, il s'est envolé. Il s'est enfui. Oh non. Puis j'y pensais tout le temps, puis là, je leur écrivais, mais le but, c'est pas d'harceler tes clients, l'avez-vous retrouvé, ils pensent tout le temps, okay? Fait que ça sert à rien de leur écrire à toutes les minutes, toutes les secondes, puis mais ils l'ont jamais retrouvé. Ah, maudit. Fait que à chaque fois que j'ai des nouveaux clients qui me disent « Ah, j'ai un telle espèce, puis c'est la même espèce. » Puis je suis comme « Il vient d'où? » Ouais, ben oui, tu penses. Tu peux, tu sais, si j'entendais ça, je ferais tout de suite OK, vous êtes de quelle région? Tu sais, j'ai vraiment comme espoir à un moment donné de tomber sur lui, mais en tout cas, c'est ça. On espère. Ouais, mais avec les hivers rigoureux, je pense pas que les perroquets, ils aiment ça l'hiver. Non, c'est ça. On a l'hiver, on a des conditions, comme là en ce moment, on a des conditions, je sais pas, vous êtes de quelle région, mais c'est ça. Il y a de la neige, il fait froid. Il y a de la neige, il fait beaucoup froid. Ils vente, fait que c'est ça. Ils sont pas adaptés pour être dehors, non. Non, c'est ça, on rappelle que ça vient d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Australie. C'est ça. Et que même s'ils peuvent, pour certains, tolérer la neige, il y a des limites. Ah, mais c'est donc bien intéressant comme métier. Mais merci pour toutes ces infos. Mais là, pour nos amateurs de perroquets, là, on a clairement prévu de réinviter pour parler des problèmes les plus fréquents, puis comment on les prévient, justement, ou comment on les règle si jamais tu es aux prises avec. Puis même comment tu choisis un oiseau, un perroquet, comment préparer leur arrivée. Fait que ça, on t'a déjà shotgunné. Oui, j'ai hâte. Excellent. Puis sinon, t'avais-tu d'autres choses aussi que tu voulais nous partager pour qui représentent bien ton métier, qui représentent, mettons, des trucs, quelqu'un qui voudrait faire ça de sa vie intervenant en comportement aviaire, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Ben, premièrement, j'ai dit go.
très bonne idée. Parce que, je veux dire, il y a de la place pour vraiment tout le monde. Je sais qu'il y a d'autres intervenants ici, puis c'est vraiment le fun parce que, en tant qu'intervenant, plus il va en avoir, plus on choisit nos propres combats un peu. On a chacun nos focus, puis c'est ce qui permet, comme dans le monde canin, il y a un intervenant qui va focuser plus sur la vie en famille, parce que cette personne-là, c'est la problématique qu'il y a eu. Il y en a un qui va être plus pour l'anxiété de séparation, puis il va donner beaucoup de conseils là-dessus. Il y en a qui ça va être la réactivité. Fait que c'est ça qu'il faut qu'ils se développent chez les oiseaux, chacun un peu leur expertise, leur façon aussi de travailler. Puis en plus, chez les oiseaux, tu peux faire... moi, je suis le spécialiste des grilles d'Afrique. Moi, je suis spécialiste des cacadès. Puis là, tu peux vraiment Il va par espèce. Par espèce. Exact. Puis, tu sais, c'est clairement, moi, on le sait, je sais pas, les cacatoès, c'est pas mon espèce favorite, j'en ai pas. Puis, j'ai travaillé avec des cacatoès, mais tu sais, fallait me casser un bras. Non, c'est pas vrai, tu sais. Je veux dire, quelque chose, un cacatoès. On peut prendre une minute pour pitcher contre les cacatoès. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne connais pas tant que ça, à part qu'ils ont un beau mohawk vraiment nice puis qu'ils dansent. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pour moi, je vais comme ça, je vais avoir tort devant toi, ça va être parfait. Moi, j'ai l'impression que c'est comme des enfants de 4 ans, mais ultimes, là. C'est comme ça l'aime détruire, crier dans des trucs, puis faire comme... Ça a l'air hyper demandant et intense. Ben, je dirais que c'est comme l'espèce. Premièrement, je pense que les oiseaux ne sont pas adaptés à la captivité. On ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face, dire que c'est quelle bonne idée de les avoir en captivité. Ils ne sont pas domestiqués, ces espèces-là. Là. Ça ne fait pas des milliers d'années comme le chat et le chien qui cohabitent avec les humains. Là. Non, puis c'est des proies en plus. Nous, on est des prédateurs. On est habitués à avoir des prédateurs. Fait que, il y a tellement de choses qui sont différentes, mais encore plus, les cacatoès, des fois, quand je regarde toutes les problématiques que les gens vont avoir, puis comment ça... C'est quoi leurs besoins qu'ils vont avoir de stimulation mentale, puis d'être occupés, puis à quel point c'est vraiment... Tu sais, là, on parle de cacatoès grand format, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a plein, des espèces de cacatoès. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des roses. Il y en a full. Puis le cocassiel fait partie un peu comme des cacatoès, si on peut dire, parce que c'est un cacatudé, tu sais, fait que, je veux dire, mais le cocassiel, la cacassiel, je suis bonne dans les oiseaux, moi, le cocassiel, c'est, je le mets souvent à part parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'a, on dirait plus adapté pour la majorité, je trouve, que, mettons, cacatoès, là. Fait qu'il y a beaucoup de mes clients, puis même, je vous dirais, 95% de mes clients que j'ai vus avec des cacatoès me disent tous qu'avoir su, il n'y aurait jamais, mais jamais eu ça. Ça, c'est vraiment comme une confession qu'ils vont me faire en huis clos, tu sais, dans le sens où les gens, ça passe vraiment pas bien là, de dire une telle chose, mais c'est comme si je diabolisais cette espèce-là, cette catégorie d'oiseaux-là, puis c'est vraiment pas ça que je veux, mais la raison pour laquelle je trouve que c'est bon un peu qu'on les diabolise, c'est qu'il y a trop de contenu cute, puis beau, puis le fun, puis qui te donne l'impression que tu vas t'embarquer dans un truc de princesse et de licorne, mais non, ça sera pas ça, puis ça va être ça avec tous les oiseaux, hein, même une perruche, il y a des adaptations que vous allez devoir faire, fait que je pense que faut pas diaboliser le cacatoès, mais faut pas le prendre comme les vidéos qu'on voit, tu sais, dire « Ah, ça va être le fun, il est petite boule collante ». Ça me fait penser aux chats de race hybride dans le comportement de chat, là. Donc, les races comme les Bengales, mais peut-être pas les Bengales, parce que les Bengales, ça fait déjà beaucoup de générations qui sont déjà comme reproduits entre eux puis avec d'autres chats domestiques. Mais tu sais, mettons les Savannah ou les Bengales de F1, F2, F3, donc qui sont beaucoup plus proches de leur génétique d'hybridation initiale. C'est des Formule 1, tu sais, tu peux pas les comparer à un persan ou n'importe quel autre chat domestique en termes de stimulation, besoins, environnement, etc. Fait que moi aussi, j'ai tendance à... Je ne veux pas les diaboliser, mais je dis, tu l'adoptes pas parce qu'il est particulièrement cute et qu'il a l'air exotique comme un fauve dehors. Tu l'adoptes parce que tu veux du sport, que tu es prête à conduire une Formule 1, mais que tu as aussi une piste de Formule 1 chez vous. C'est ça. Tu ne vas pas rouler ta Formule 1 sur le pouvoir chevaux. Non, puis une Formule 1, ça demande des entretiens spéciaux, tu sais. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que, ça, c'est un petit parallèle à faire, je pense, de se rappeler dans ce métier-là, si vous vous lancez, que c'est ça. C'est des animaux sauvages à la base et qu'il faut s'adapter à eux. Puis c'est ça le gros défi. Tu sais, je vous dirais, si on peut conclure, mettons, ce métier-là, ce qui est beau, c'est vraiment qu'il y a plein de choses à apprendre. Les oiseaux sont fabuleux, mais il ne faut quand même pas oublier qu'en arrière de ça, il y a comme énormément de besoins, énormément d'adaptation pour l'humain. Fait que ça peut être vraiment, des fois, difficile en tant qu'intervenant de
de dire, bon, ben c'est quoi le combat que je choisis aujourd'hui avec ce client-là? C'est vraiment tough parce que tu te dis, il faudrait que tout change, puis c'est de faire attention, d'être gentil avec nos clients, d'y aller doucement, puis d'essayer de donner ce qu'il faut à l'oiseau tout en respectant le client là-dedans. Il y a une belle part de service à la clientèle / psychologie humaine aussi qu'on doit acquérir à travers les formations pour en arriver à faire un beau compromis entre les besoins de l'humain et les besoins de l'animal. Oui, je trouve que ça fait une belle conclusion. Il ne faut pas oublier que même si on aime les animaux, ben il y a les humains. C'est un beau mélange des deux. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, beaucoup, Andréane, d'avoir encore une fois répondu oui à notre invitation. Ben, merci à vous, l'invitation. Je suis full contente. C'est vraiment le fun. À bientôt. On se dit à bientôt, tout le monde. Et restez à l'affût pour les prochains épisodes avec Andréane Garneau pour Comportement de perroquet. OK, bye!